Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de Batman avec le comics Batman White Knight, distribué par Urban Comics dans sa collection DC Black Label. C'est un comics créé et dessiné par Monsieur Sean Murphy, que vous avez pu déjà voir sur des récits comme Punk Rock Jesus ou encore Tokyo Ghost, et aussi d'autres plus gros récits de super-héros, et mise en couleur par Matt Hollingsworth. C'est quoi Batman White Knight? Batman White Knight, donc le chevalier blanc, en opposition au chevalier noir, du coup, va raconter un récit alternatif, donc hors continuité, qui peut se lire sans forcément avoir lu de choses avant sur Batman, et sans en lire après, encore qu'il y a une suite, Curse of the White Knight, qui est d'ores et déjà disponible. Et bien, dans ce récit, vous voyez sur la couverture qu'il y a le personnage du Joker, et bien ce personnage du Joker va devenir le personnage principal de cette histoire, puisqu'il va arriver quelque chose à ce personnage qui va le changer par rapport au Joker que nous connaissons tous, c'est-à-dire ce super criminel complètement fou qui rigole totalement, qui tue des gens, voilà, qui veut faire rire, qui s'en prend régulièrement à Batman parce qu'il a une fixation sur ce personnage. Et on va jouer justement sur ce débat et sur cette dualité, sur cette relation très étrange entre le personnage de Batman et le personnage du Joker, qui sont les deux faces d'une même pièce. On le voit souvent dans plusieurs récits, c'est une thématique qui revient. Va graviter autour de ce personnage, le personnage d'Harley Quinn, qui est vraiment très intéressant et très important dans ce récit. C'est finalement une des rares histoires qui remettent Harley Quinn dans sa véritable nature. Je rappelle que Harley Quinn est une psychanalyste à la base, c'est quelqu'un de très intelligent, c'est pas juste une folle dingo qui va braquer des banques. Du coup, ça rend très bien, du point de vue d'Harley Quinn, on a rarement des histoires aussi importantes. C'est vraiment le personnage pas le plus travaillé parce que beaucoup de personnages sont travaillés. Le personnage de Harley Quinn est bien travaillé, mais le personnage du Joker aussi, qui est le personnage principal en réalité de cette histoire, même si on verra qu'il y a d'autres personnages vraiment très importants. Et on a toute une palette de personnages secondaires, je vous montrerai un petit peu quelques images après, pour voir également le génie de l'artiste. Et White Knight, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, White Knight, c'est vraiment un chef-d'œuvre pour moi. C'est vraiment un des rares comics que je considère comme quasiment parfait. Quasiment parce que c'est subjectif et forcément par rapport à ce que je peux attendre, par rapport aux thématiques que moi j'attends, par rapport aux réponses que l'on peut y donner, forcément que j'ai pas forcément le même regard que tout le monde et qu'une autre personne, et du coup je trouve qu'il y a des petites choses qui sont des détails, des points de détail qui auraient pu être améliorés ou modifiés, mais ça ce n'est que mon avis personnel. Je pense que globalement et objectivement on peut très facilement dire qu'il s'agit d'un chef-d'œuvre. Pourquoi un chef-d'œuvre? Parce que déjà le récit. Le récit, il est très bien mené. La série est composée de 10 épisodes, je crois. 8 épisodes, je dis des bêtises, je vais vérifier. Oui, il y a 8 chapitres, donc 8 numéros de White Knight. À la fin du comics, nous avons certains bonus que je vais vous montrer tout de suite. Ils ne sont pas très nombreux, pour le coup. Nous avons des couvertures, donc des couvertures pleine page. C'est toujours sympathique d'avoir ça. Il y en a tout un tas. Ensuite, on a ces mêmes couvertures en noir et blanc. Je rappelle qu'il existe une édition noir et blanc, donc logiquement ça devrait être ancré, je ne l'ai pas moi, mais généralement les éditions noir et blanc d'Urban Comics sont des éditions ancrées, à ne pas confondre avec des éditions crayonnées qui existent aussi, mais rarement chez nous, c'est plutôt en VO que vous pouvez les trouver. Donc couverture, 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 quelques croquis à la fin, et c'est tout pour les bonus. Donc peu de bonus dans cette édition, hélas, peut-être parce que l'édition noir et blanc en possède plus, je ne sais pas, vu que je ne l'ai pas. N'hésitez pas à dire s'il y a plus de bonus dans l'édition noir et blanc que juste des couvertures et quelques croquis, mais vraiment très peu à la fin. C'est un peu léger. J'aurais bien aimé avoir plus de choses, notamment peut-être tout un travail de commentaires qu'on a déjà pu voir sur certains récits, si ça existe, évidemment on ne peut pas l'inventer si ça n'existe pas, de Sean Murphy pour savoir comment il s'y est pris, d'où lui est venue l'idée. Je pense qu'il y a vraiment toute une partie making-of qui semble intéressante sur un tel récit, parce que vraiment il y a des idées folles, des idées qui ne viennent pas de nulle part. Pour moi, c'est pas des idées totalement nouvelles, c'est-à-dire que ça surfe sur les idées qu'on doit se poser quand on lit du Batman. Quand on lit du Batman, au bout d'un certain temps, il arrive que dans les récits, on remarque qu'il y ait certains types de sujets, certaines thématiques abordées, et je trouve qu'ici, on les met en avant, c'est-à-dire que ça sert de combustible à ce qui va se passer. L'une des thématiques, c'est souvent la dualité entre le Joker et Batman. Finalement, est-ce que le Batman n'est pas intimement lié au personnage du Joker, et inversement, ça a été traité il n'y a pas très longtemps par Scott Snyder également, dans son run avec Greg Capullo, et je trouve ça très intéressant. C'est ce qui me plaît le plus dans le personnage du Joker, c'est lorsqu'il est mis en opposition et en même temps en relation avec le personnage de Batman. C'est pourquoi le film Joker avec Joaquin Phoenix ne m'a pas forcément
transcendé parce que c'est un beau film, certes, mais ça reste pour moi une itération de Taxi Driver en moins bien. Et un film Joker sans Batman n'a aucun intérêt pour moi, puisqu'il est intimement lié à ce personnage, donc je ne suis pas un très grand fan du Joker, très honnêtement, même si la prestation de Joaquin Phoenix était plutôt bonne, je dois bien l'avouer. Le Joker ici, il est intimement lié à Batman, il va mettre un plan au début au point pour pouvoir déstabiliser le personnage, et ça va donner lieu à toute une histoire folle dans laquelle le Joker va être transformé. Le Joker ne sera plus le même, vous verrez dans l'histoire ce qui lui arrive, et on va voir le retour d'Harley Quinn, parce qu'il y a tout un truc autour d'Harley Quinn qui va être donc, comme je l'ai dit, un personnage très important dans cette histoire. Et on met au point qu'il y aurait peut-être une autre Harley Quinn, donc vous verrez ça dans le récit, mais toujours est-il que le personnage d'Harley Quinn est là et va être un support pour le personnage Joker, mais va aussi avoir une relation importante dans cette dualité avec Batman. Donc ça c'est le premier point. Ensuite le deuxième point c'est Batman, le personnage de Batman au niveau de Gotham City, au niveau de la criminalité. Est-ce que finalement c'est une solution? Il est là pour combattre le crime, on le sait tous, mais est-il vraiment le bon moyen pour endiguer cette criminalité, pour empêcher les super criminels de venir et de faire ce qu'ils veulent? Parce qu'on se rend compte dans l'histoire de Batman que finalement il fait partie d'un tout, il fait partie de toute une mythologie de la ville de Gotham, et que Batman finalement n'est-il pas lui-même acteur et créateur de monstruosités qui arrivent dans cette ville? On sait qu'il travaille seul, il a tout un tas de gadgets, tout un tas de technologies qu'il garde pour lui-même, même s'il travaille avec Jim Gordon ou JCPD, il a forcément une limite. Et tout ça est mis sur la table dans ce récit, pas toujours de manière adroite, c'est effectivement là qu'il y a des petits défauts pour moi, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de thématiques qui sont bien parties, on part sur des bonnes choses, des bonnes bases, et puis finalement on se perd un peu en route. Et ça se retrouve particulièrement sur les personnages secondaires, puisqu'il y en a un certain nombre. Vous avez donc Jim Gordon, comme je l'ai dit, qui démarre Jim Gordon son histoire de façon plutôt positive, c'est-à-dire comme il l'est d'habitude, mais qui va avoir une sorte de changement d'attitude à un moment donné, qui m'a personnellement dérangé, parce que ça vient sans véritable raison, comme si on lui avait donné une phrase comme ça, et puis il a dit « Ah oui c'est vrai, je me suis jamais rendu compte en 20 ans de travail, c'est bon ça passe, change la vie ». Donc ça m'a un peu dérangé. Le personnage de Dick Grayson est le pire pour moi, vraiment il y a un gros problème. Pour le coup, Dick Grayson, j'avais envie de mettre des tartes à Sean Murphy pour ce qu'il a fait à Dick Grayson, sachant qu'en plus on nous dit que Dick Grayson arrive après Jason Todd, alors que c'est complètement faux. On rappelle que Dick Grayson est le premier Robin et Jason Todd le second Robin, donc il y a des petites choses. Alors, je me dis que oui, je fais le fanboy, et du coup, je suis le fan hardcore et je vais pinailler sur des petites choses, parce que on est dans une histoire hors continuité, donc on peut considérer que on est inversé et que Jason Todd ait été Robin avant Dick Grayson, mais personnellement, de mon point de vue, ça me dérange quand même un petit peu. Surtout que la personnalité de Dick Grayson ne correspond pas à celle qu'on a d'habitude, là où les autres, c'est un peu le cas. Du coup, ça m'a un petit peu surpris. Le meilleur personnage secondaire pour moi, c'est Batgirl par contre. Batgirl est vraiment le personnage le plus intéressant. C'est un personnage qui est ambigu, c'est un personnage qui est toujours dans le compromis, qui est toujours là pour écouter les deux camps, les deux faces. S'il s'agit d'aider Batman, elle va quand même remettre en cause ses choix. S'il s'agit de s'associer à la ville de Gotham ou même de faire des pactes avec le Joker, elle va se méfier, mais en même temps elle va écouter son avis. Il y a tout un tas de choses qui tournent autour de ce personnage qui sont très intéressantes. Ensuite on a une galerie de super vilains. Évidemment, un gros récit comme celui-ci, c'est comme Silence, on vous met tout un tas de super vilains. Ces super vilains ne sont pas très importants, ils sont finalement de la chair à canon ici, mais c'est toujours important et intéressant de les voir, sachant qu'ils ont un design original dans cette histoire, que j'ai trouvé plutôt cool. J'étais un peu surpris par le design de Bane, notamment au début, je me suis dit est-ce que c'est Bane? Ça me semblait évident que c'était Bane, mais j'étais un petit peu surpris par son design, là où les autres ça se ressemblait quand même pas mal, même s'il y avait une certaine fraîcheur dans le design utilisé par Sean Murphy, qui est très doué pour créer des designs originaux. Et donc voilà pour les personnages secondaires. Nous avons également le personnage d'Alfred qui sera très important, une pièce angulaire dans ce récit. Et Victor Von Freeze, donc Dr Freeze, qui est vraiment Mr Freeze, pardon, qui est vraiment très important également dans le récit, qui va avoir tout un arc narratif que j'ai trouvé plutôt cool parce que Freeze c'est quelqu'un qui n'est pas un super vilain habituel. De la même manière qu'Harvey Dent l'est, ce sont des super vilains plus ambigus que certains. Cobblepot, même s'il a un passé, il a des choses, ça reste quand même une pourriture, très clairement. On en a plein d'autres comme ça, comme Bane, même s'il a un passé, ils ont tous un passé un plus intéressant, mais il y en a vraiment qui sont vraiment sur la limite. On se dit, sont-ils réellement vilains? Ils ont fait des choses horribles, certes, mais ils ont un passif et des fois ils essayent de se racheter. Et c'est le cas de Freeze ici dans cette histoire. Voilà pour le récit, je ne vais pas vous en dire plus parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. C'est très très bien fait.
On va dans une idée, on part un peu sur de la politique également, il y a plein de choses à l'intérieur, il y a plein de choses, c'est vraiment un bon récit. C'est un récit qui fonctionnera sur les plus jeunes parce que une histoire de Batman avec de l'aventure, mais c'est un récit surtout qui fonctionnera sur les adultes qui attendent peut-être plus que juste de la bagarre et des aventures de Batman. Et bien là c'est le cas, là vous avez vraiment un récit adapté, un récit mature de ce que peut être Batman et de ce qu'on peut faire quand on connaît le personnage de Batman, quand on décide d'aller au bout des choses. Encore que sur la fin on revient sur un schéma beaucoup plus classique et ça m'a plu personnellement. Moi j'ai pu voir des critiques après avoir lu le livre, je me suis un petit peu renseigné sur ce qu'il se disait pour voir si j'étais en phase avec ce qui se disait sur ce comics. Et j'ai pu voir qu'on reprochait le fait que justement sur la fin on revient à quelque chose de beaucoup plus mainstream, beaucoup plus classique. Mais moi c'est ce que j'ai aimé parce que on va pas aussi aller jusqu'au bout du délire sans vous dévoiler ce qui se passe. Il y a un truc autour de personnage de Batman et si on avait été au bout du délire ça aurait pour moi été contre-productif, ça n'aurait pas été en accord avec Batman. Dans ce cas-là vous n'appelez pas ça Batman. Donc moi ça me plaît qu'on ait toute une première partie, toute une idée qui se passe, mais qu'à la fin les choses reviennent effectivement sur un certain statu quo. Mais voilà, le statu quo il est là, mais en même temps il y a eu pas mal de choses qui ont changé, donc moi ça me plaît. Voilà pour ce récit de Sean Murphy qui est vraiment fantastique, même si chacun y verra peut-être quelques petits défauts, moi j'en ai vu quelques-uns qui ne sont pas forcément les mêmes que d'autres personnes. Maintenant parlons du style graphique. Sean Murphy c'est un artiste génialissime qui fait des choses incroyables, il suffit d'ouvrir à n'importe quelle page pour voir un petit peu ce que ça donne, que ce soit dans son découpage, que ce soit dans son dynamisme, que ce soit la manière qu'il a de faire les traits de ses personnages. C'est très anguleux, c'est très anguleux, mais c'est pas non plus des angles et une certaine... Il n'y a pas de ce côté très massif qu'on peut avoir, par exemple, sur des artistes comme Jim Lee, justement. On n'est pas non plus dans un style cartoon, qu'on peut avoir chez Greg Capullo, ou chez Humberto Ramos. Je vous avais parlé il n'y a pas très longtemps également de Stuart Timonen aussi, qui ont des traits beaucoup plus ronds. Et bien là, c'est vraiment quelque chose d'autre, un petit peu différent. Sean Murphy a un style particulier, on le reconnaît parmi tous les artistes, on sait que c'est du Sean Murphy, il a vraiment sa patte particulière. Il y a aussi une colorimétrie, un travail de couleur de Matt Hollingsworth, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est très intéressant. Les couleurs ne sont pas flamboyantes, les couleurs ne sont pas vives, il y a un aspect plus mat et que j'aime bien. Et je trouve que c'est très réussi, ça donne une ambiance particulière à ce récit qui nous montre qu'on n'est pas dans un simple récit habituel de Batman. Voici une belle page, hop, parce qu'il y aura pas mal de doubles planches qui vont être présentes dans ce récit. Et vraiment, chaque page est un plaisir. C'est vraiment un plaisir. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Voilà, je vous montre un petit peu tous les traits. Les designs des personnages sont parfaits. J'adore son design de Batman, j'adore son design de Batgirl particulièrement, donc, qui est déjà en plus pour moi l'un des meilleurs personnages dans cette histoire. Harley Quinn, super. Et puis plein de choses, plein d'autres choses. Il y a beaucoup de blabla, beaucoup de bavardage, beaucoup de discours, de dialogue. Et c'est ça qui le rend intéressant, c'est pas juste des images, c'est qu'il y a une espèce d'harmonie entre tout ça. Un placement des bulles qui est bien fait. Je trouve que quand il place ses bulles, Sean Murphy, il réfléchit où il les met. Et c'est vraiment très très cool. Voilà, encore quelques images. Je vais pas tout vous montrer parce que il y en a trop. On peut s'attarder sur chaque page, finalement. Chaque planche est un délice. Et moi, j'avais pas encore lu ce récit. J'avais acheté cette version-là. J'avais pas acheté la version noir et blanc. Et je regrette parce que la version noir et blanc est plus disponible en classique, je pense. Enfin, je recherche, mais je pense pas. Et du coup, j'ai pas envie de l'acheter plein pot chez des revendeurs avides d'argent. Donc voilà pour ce comics. C'est un comics incontournable pour moi. C'est un véritable chef-d'œuvre moderne du comics. Il est supérieur à quasiment tout ce que j'ai lu sur Batman dans ma vie. Je le mets au même niveau que Un long Halloween de Jeff Loeb. Je le mets au même niveau que Sombre Reflet. Je le mets au même niveau que quel autre récit incroyable de Batman auquel je pense tout de suite. Les récits de Scott Snyder et Greg Capullo, notamment La Cour des hiboux. Vraiment, c'est des incontournables, c'est des choses que je vais relire, forcément. C'est des choses que je trouve complètement dingues, graphiquement, en termes d'écriture, scénaristiquement. Et comme il y a sa suite, Curse of the White Knight, je ne vais pas attendre très longtemps pour la lire et pour vous en parler également. J'espère que cette suite va être intéressante parce qu'effectivement, il y a des pistes qui s'ouvrent à la fin du récit sur une potentielle suite. Mais en même temps, je me dis, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire pour ne pas détruire l'héritage de ce comics qui est complètement fou. Et donc une suite, parfois, ça peut porter atteinte au comics. Et bien, je vous le dirai très bientôt quand j'aurai lu cette suite de Batman White Knight.
puisque en attendant, Batman White Knight, c'est un foutu chef-d'œuvre. Donc n'hésitez pas, foncez, c'est chez Urban Comics.